Une ancienne soldate russe qui a combattu comme mercenaire avec le tristement célèbre groupe Wagner témoigne de son calvaire. Elle craint d'être forcée de combattre dans la guerre en Ukraine ou d'être emprisonnée si elle s'oppose à la conscription. Même si ces déserteurs ont rejoint la guerre de Poutine de leur plein gré avec la situation actuelle du conflit, ils estiment que risquer de franchir la frontière vaut mieux que d'être une marionnette de guerre pour Poutine. Alors que va faire Poutine à ce sujet ? Il semble que les commandants russes voient la fin de la guerre et ils ne voient pas la Russie gagner. Je dirais que cette année a été bien plus difficile pour la Russie que pour l'Ukraine. Malgré tous les avantages, la Russie n'a pas réussi à faire de progrès significatifs en Ukraine. Ils ont perdu des centaines de milliers de soldats pour très peu de gains en Ukraine sur le terrain. Leur économie est en grande difficulté. La raison pour laquelle je dis cela, c'est que nous venons d'avoir un commandant russe qui a abandonné son poste et fait défection vers un pays de l'OTAN. Il est actuellement en Finlande, critiquant publiquement l'armée russe et demandant l'asile. C'est l'une des histoires les plus folles que j'ai entendues jusqu'à présent dans cette guerre, et les choses qu'il révèle sont tout simplement stupéfiantes. Ce sont des choses que Poutine ne veut absolument pas voir divulguées. Mais ce qui est encore plus fou, c'est que nous venons d'avoir un podcast avec nul autre que le général Ben Hodges, et il a prédit exactement cela. L'armée russe n'est pas correctement dirigée, et tout cela est sur le point de s'effondrer. Écoutons cet extrait. Je pense qu'il est utile d'écouter ce que dit l'autre camp. Récemment, j'ai été impressionné, ou plutôt frappé, par ce que disent certains blogueurs militaires russes lorsqu'ils décrivent la situation qui se détériore du côté russe. Ils sont de plus en plus critiques envers l'effort de guerre de la Russie. Très pessimistes. Ce n'en est pas qu'ils aient de la peine pour l'Ukraine, mais selon eux, on est en train de tout gâcher. Vous savez, nous, la Russie, on est en train de tout gâcher ici, et je pense que c'est important. Il faut toujours, vous savez, prendre ça avec des pincettes. Mais il semble que lorsque vous additionnez ces blogueurs militaires, ce qu'ils appellent les 1000 blogueurs, qui étaient généralement des supporters, ils deviennent très sévères dans leurs critiques. Et puis vous ajoutez à cela les défis économiques auxquels les Russes doivent faire face. Et puis si vous imaginez simplement quel serait l'effet si nous utilisions tout notre levier économique contre la Russie. Tout cela pourrait s'effondrer, vous savez, mais nous ne l'avons pas encore fait. Je pense que je crois au vieil adage selon lequel les dictatures ou les gouvernements autoritaires sont vraiment, vraiment forts jusqu'à ce qu'ils ne le soient plus. Et que leur effondrement est généralement rapide, que ce n'est pas un long déclin progressif, parce que la nature d'une autocratie, c'est que le pouvoir est concentré, tout est super centralisé. Ils ne sont probablement pas très doués pour écouter, vous savez, les critiques ou quoi que ce soit. Et donc, vous savez, ils sont au pouvoir jusqu'à ce qu'ils ne le soient plus. Et je pense que je me suis déjà trompé à ce sujet, mais je pense que cela va arriver plus tôt que tard en Russie. Pour écouter l'intégralité de ma conversation avec le général Ben Hodges, cliquez sur le lien dans la description ou sur la carte ci-dessus et accédez à notre chaîne de podcast. Mais comme le général l'a mentionné, les Russes commencent à critiquer leurs propres responsables. Pas parce qu'ils ont lancé cette invasion insensée. Non, non, non. Ils critiquent à cause de l'incompétence de l'armée russe et de la corruption des commandants russes. En fait, nous avons maintenant un exemple parfait de cela. Un commandant russe du 433e régiment de fusiliers motorisés de Russie, Yevgueni Kounal, vient d'être arrêté près de la Finlande. Que faisait-il là-bas ? Eh bien, il essaie de faire défection à l'OTAN et de demander l'asile. Tout comme Yevgueni Prigojine, Yevgueni Kounal était également membre du groupe Wagner, avant d'être promu à un poste de commandement russe. Mais tout comme Yevgueni Prigojine, Yevgueni Kounal a également commis l'erreur de critiquer l'armée russe. Et c'est exactement pour cette raison qu'il a dû fuir la Russie et demander l'asile en Finlande, un pays membre de l'OTAN. Le plus drôle dans tout ça, c'est qu'il y a à peine un an, les médias russes et les comptes pro-russes utilisaient ce type comme outil de propagande pour montrer à quel point l'armée russe est vraiment puissante. Comme vous pouvez le voir sur le tweet affiché, voici ce qu'un compte pro-russe a tweeté. Et ce passage provient évidemment de la télévision d'État russe, le héros de la vidéo de Solido, qui aurait été tué selon les médias ukrainiens, a répondu aux rumeurs et a adressé ses salutations à la Russie.
Peu de temps après les annonces de sa mort, Degueni est devenu une figure assez populaire en Russie, surtout parmi les personnes qui suivent cette guerre. Et il a été utilisé par les médias russes pour de nombreux sujets difficiles. Mais avant d'intégrer le groupe Wagner et les médias russes, Yevgeny était un criminel condamné dans le système pénitentiaire russe. Il purgeait une peine de 6 ans pour avoir braqué une bijouterie en 2023. Mais il a eu de la chance, parce que la Russie souffrait sur les lignes de front. Alors le chef du groupe Wagner, Yevgeny Prigojine, est allé à la prison et a commencé à recruter les détenus pour qu'ils rejoignent l'effort de guerre en échange de peines réduites. Yevgeny a accepté cette offre, s'est entraîné avec Wagner et a effectivement participé à la bataille de Bakhmout. Malheureusement pour Yevgeny, Prigojine avait d'autres idées, et il a retourné Wagner contre Poutine. Donc Poutine a dû se débarrasser de Prigojine et démanteler le groupe Wagner. Et heureusement, Yevgeny était libre dans la société russe, mais il est retourné à ses anciennes habitudes. Il a de nouveau été arrêté et condamné pour vol à l'étalage. Heureusement pour Yevgeny, l'armée russe connaissait des moments encore plus difficiles sur les lignes de front. Cette fois-ci, il a de nouveau été recruté depuis le système carcéral et nommé commandant d'une force russe. Cela montre à quel point la Russie manquait cruellement de personnes, avec un minimum d'expérience. Qu'un type qui s'était entraîné seulement quelques mois, puis était retourné en prison, et était de nouveau recruté et nommé directement commandant. Mais cette fois-ci, Yevgeny n'a pas aimé la façon dont il était traité, ni la façon dont ses camarades soldats étaient traités. Il a donc réalisé cette vidéo en février 2025, écoutons-la. Bonjour chère mère, père, grand-mère, grand-père et enfant. Voici ma chaîne. Je vous le promets, je trouverai chaque salaud qui donne des ordres criminels et envoie nos garçons à l'abattoir. Après cela, ces salauds les déclarent comme déserteurs à Sochi, nos défenseurs de la patrie qui restent dans la maison et commencent à verser des larmes sur ce qui se passe dans le Donbass. Ils se ressaisissent, ils prennent leur courage à deux mains, nos hommes russes vont signer des contrats. Ils arrivent là-bas comme des héros et ensuite deviennent une sorte d'esclaves maudits. Quand toute cette folie prendra-t-elle fin? Bon sang. Quand arrêterez-vous de les enregistrer comme déserteurs à Sochi? Bon sang. Quand ils seront allongés là-bas comme... Des héros, s'il te plaît. Partage cette vidéo. On peut dire sans risque qu'ils n'étaient pas contents de la tactique russe de chair à canon qu'ils utilisent pour gagner un peu de terrain en Ukraine. C'est exactement pour cette raison que la Russie a perdu 100 000 soldats au cours des 6 derniers mois. 100 000 morts. Pas des pertes, mais des morts au cours des 6 derniers mois. C'est fou. Et ici, nous avons des preuves. Nous avons le témoignage d'un commandant russe qui révèle à quel point la stratégie russe est mauvaise. Mais malheureusement pour Yevgeny, comme vous le savez, la Russie est un état mafieux. Et ses parrains de la mafia, comme Poutine, n'ont pas apprécié qu'il rende cela public et qu'il expose l'armée russe. Il a donc fui la Russie pour se sauver. En Finlande, on l'a traité de traître. Les médias russes, qui l'avaient autrefois salué comme un héros, ont maintenant commencé à le traiter de traître déloyal. Il a réalisé une autre vidéo depuis la Finlande pour dénoncer l'armée russe. Voici ses propos. Bonjour, les amis. Salutations depuis la chaîne. Je serai bref et direct. Des rumeurs circulent disant que je suis un traître et que j'ai quitté le pays. Une explication à cette nouvelle. Pour chaque mot prononcé, j'en ai 2 en réponse. Je ne peux pas tout détailler maintenant. Je fais une pause. J'attends. Ce que j'attends, je vais Te le dire plus tard. Mais je veux que ce soit bien clair. Je ne suis pas un traître à la patrie, à 100%. Tu sais qui je pense être un traître? Celui qui lève une arme contre son propre camarade ou citoyen? Je pense que les vrais traîtres sont ceux qui envoient nos soldats se faire tuer en masse. Ceux qui leur extorquent de l'argent pour vivre dans le luxe et le confort. Les vrais traîtres sont ceux qui profitent de l'aide humanitaire dans la République populaire de Donetsk. Républicain. Je les vois comme des traîtres. Rien de tout cela ne me regarde, mais je sais parfaitement qui est responsable, tu vois? Et le fait que je le sache, c'est justement ce qu'ils n'aiment pas. C'est pour ça qu'ils essaient constamment de me discréditer. Tu te rappelles de ma dernière vidéo postée? Où j'ai dit Le commandant envoie des soldats et leur donne des ordres criminels, puis il ne les évacue pas, les laisse pourrir sur le terrain comme des chiens, puis les inscrit à Sochi comme déserteurs. Et qu'est-ce qu'ils disent aux familles? Ils frappent à leur porte et disent « Votre fils est un déserteur, vous. » Salaud sans cœur. Comment osez-vous dire cela à la famille alors que ce garçon est là, en décomposition, et que personne n'a pu ou n'est allé le chercher? Ou même essayer. Les enfants veulent récupérer les corps, mais le système actuel du ministère de la Défense et la façon dont les opérations de combat sont menées traitent tous les participants comme des objets jetables. Tu comprends? J'ai été diplômé de l'école Wagner, où les commandants respectés
Les officiers aguerris de la société militaire privée Wagner m'ont enseigné. Chaque soldat doit être tiré Hors de là, surtout. s'il est blessé. C'est ça la fraternité. Chaque combattant veille non seulement sur lui-même, mais aussi sur son frère. Mais au ministère de la Défense, c'était l'opposé. Là-bas, ils n'en ont rien à faire de personne. Tu le vois en ligne. Chaque jour, publications et actualités. Des mises à jour. Quand ta famille t'appelle et te dit « j'ai des problèmes », ils Veulent m'effacer. Je suis extorqué de l'argent. Personne ne dit rien. J'étais le seul à défendre ces soldats. Et certains dans les services de sécurité n'ont pas aimé ça. Je vais vous en dire plus à ce sujet. Plus tard, je vais vous en dire plus à ce sujet. Permettez-moi de rassembler mes idées et de remettre de l'ordre dans ma vie. Et ce n'est pas seulement un incident isolé d'un soldat russe maltraité. Nous avons en fait un autre exemple. Cette fois, une famille d'Américaines qui a déménagé en Russie pour se battre dans l'armée russe s'est rendu compte que les Russes ne se soucient même pas de leurs propres soldats. La famille Hoffman a quitté le Texas pour s'installer en Russie début 2025. En tant que Texan, je pense qu'on a laissé tomber cette famille. Mais bon, passons à autre chose. Ils admirent les valeurs traditionnelles et une vie sans la propagande occidentale. La famille documente son expérience sur les réseaux sociaux et accorde des interviews aux médias russes. Derek Hoffman a récemment été envoyé en Ukraine pour la guerre, avec la promesse de la citoyenneté russe et d'un poste à l'arrière. Et seulement quelques semaines après avoir signé le contrat, il a été envoyé sur la ligne de front. Sa femme s'est plainte que l'unité de Derek reçoit une formation en russe, alors qu'il ne parle pas bien cette langue. Donc il ne reçoit pratiquement aucune formation. Elle a ajouté qu'il n'a pas non plus reçu de paiement. Je voulais vous parler un peu de ce qui se passe avec Derek. Quand il s'est inscrit et que tout a été réglé, on lui a dit qu'il ne suivrait pas de formation pendant 2 semaines et qu'il irait directement sur la ligne de front. Mais il semble qu'il ait droit à 1 semaine de formation supplémentaire et plus près de la ligne de front. Ensuite, ils l'enverront directement au front. Donc, nous prions toutes très fort pour qu'il puisse vraiment être utilisé pour ses compétences et pas seulement être envoyé comme combattant. Il s'est engagé à Nijni pour toucher moins d'argent parce qu'on lui a dit qu'ils auraient plus de contrôle. Au début, ils essayaient de demander qu'il puisse être plus comme un journaliste, mais dans l'armée, pouvoir simplement rapporter ce qui se passe. Et simplement pouvoir raconter au monde ce qui se passe de son point de vue et ce qu'il voit. Et cela a été refusé. Donc, après avoir attendu tout ça, ils ont ensuite dit qu'ils pourraient le mettre dans un bataillon de réparation grâce à ses plus de 10 ans d'expérience dans la construction et à son expertise dans ce domaine. Donc, il pourrait vraiment faire ça et il aurait la possibilité d'être dans un environnement plus sûr. Mais il ne semble pas que ce soit le cas. Et l'unité des étrangers est toujours enseignée en russe. Et il ne comprend pas très bien le russe. Donc il a un peu de mal avec ça et il ne reçoit vraiment aucune formation parce que malheureusement, quand on t'enseigne dans une langue différente et que tu ne comprends pas la langue, comment peux-tu vraiment apprendre ici? Pas vraiment. Malheureusement, il a l'impression qu'on le jette en pâture au loup en ce moment. Nous faisons appel à certaines personnalités publiques dans l'espoir d'obtenir de l'aide en politique et de pouvoir faire en sorte qu'il soit placé là où il pourrait être utilisé plus efficacement. Il m'a aussi envoyé un message disant en gros $100 cent avec 2 zéros. Désolé, je vais afficher le commentaire. Et donc, il a besoin d'argent et je ne peux pas lui en envoyer pour l'instant parce que nous n'avons pas encore reçu de paiement. Il est parti depuis 1 mois et il n'a rien reçu. Pas de prime, rien. Il n'a rien reçu. Il paye pour les fournitures ou il aide à payer les fournitures. Je n'étais pas sûre parce qu'on ne m'a jamais dit quoi que ce soit à propos des fournitures. On m'a dit cependant que certains d'entre eux n'aiment pas la nourriture qu'on leur donne et qu'ils peuvent acheter des choses ou acheter d'autres choses ou acheter des cigarettes ou autres. Maintenant, ceci est quelque chose que nous couvrons déjà depuis quelques années. La Russie promet à ses jeunes et à ses pauvres de grosses primes pour les inciter à s'engager dans l'armée. Quand ils s'engagent, on leur dit « En tant que conscrit, tu ne seras jamais envoyé au front. » Mais une fois engagés, ils reçoivent à peine une formation. Comme l'a dit l'ancien Navy Sea, Air and Land Chuck Favre,
Si vous avez déjà joué à Call of Duty, vous avez probablement reçu plus d'entraînement qu'un soldat russe sur le point d'être envoyé sur la ligne de front. Et en parlant de ces conscrits, même s'ils ont la promesse de servir en Russie et de ne pas être envoyés sur la ligne de front, comme vous venez de le voir avec la famille Hoffman, les promesses ne sont pas toujours tenues par le haut commandement russe. Dès qu'un conscrit a suivi quelques jours d'entraînement, il est mis dans un camion, dans un bus ou parfois même sur un âne, et il est envoyé sur la ligne de front. Et ensuite, quand ce soldat meurt, les familles russes se voient promettre de grosses primes. Mais en réalité, le soldat n'est pas déclaré mort, mais plutôt déclaré traître. Et de cette façon, la Russie n'a pas à verser de primes à la famille. C'est la réalité de l'économie russe, du gouvernement russe et de Vladimir Poutine. Nous avons récemment abordé ce sujet avec le général Ben Hodge. Écoutons quelques extraits de notre discussion. Liste des objectifs stratégiques. Des erreurs commises par Poutine ne cessent de s'allonger. Je veux dire, vous savez, il a dit qu'il devait faire cela parce qu'il s'inquiétait d'une menace venant de l'Ukraine ou de l'OTAN. Ainsi, en raison de ces actions, la Suède et la Finlande ont rejoint l'OTAN. Et la portion de l'OTAN qui touche directement la frontière de la Russie a doublé. Grâce à la technologie moderne, il n'est pas nécessaire d'être en Ukraine pour posséder des armes pouvant atteindre Moscou. Je veux dire, la Russie est déjà à la frontière de l'OTAN depuis la Finlande, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne à cause de Kaliningrad là-bas. Donc, et la Roumanie vous dira qu'elle a aussi une frontière avec la Russie, ça s'appelle la mer Noire. Donc, les choses que Poutine a faites, il a ruiné sa propre économie, il a perdu 1 million de soldats et ils sont isolés dans une grande partie du monde. Et ils ont perdu beaucoup de leurs meilleurs clients, vous savez, des clients pétroliers en Europe. Donc je pense que l'idée que d'une certaine manière, ce qui se passe maintenant, cela contredit tout ce qu'ils ont dit à propos des armes à leurs frontières. Et aussi, cela a du sens. Par exemple, Poutine a surestimé ses capacités militaires, comme la capacité militaire de la Russie, et c'est pourquoi l'économie en souffre et tout cela. Il n'imaginait pas que cette guerre durerait autant. Donc, ça a du sens pour moi. Mais ce qui n'a pas de sens, c'est pourquoi quelqu'un irait dire, je suppose, au président du pays le plus puissant du monde, que on va avoir un accord de paix. On va avoir une sorte de cessez-le-feu. Quelques heures après, la Russie a lancé certaines des plus grandes attaques de drones. Quel est l'état d'esprit russe derrière ces actions? Ça n'a absolument aucun sens. C'est une très bonne question parce qu'il semble vraiment qu'il est sur une voie où il va finir par énerver le président américain à un point tel que le président sera obligé de réagir. Il ne peut continuer à l'ignorer. Et donc, il me semble que les Russes ont peut-être surestimé leur pouvoir, qu'ils pensaient pouvoir simplement continuer comme ça. Et finalement, suffisamment de personnes, en particulier au Congrès, je veux dire, là, vous savez, le Congrès soutient l'Ukraine, y compris la plupart des républicains. Ce fameux paquet de sanctions que le sénateur Graham a fait signer par plus de 80 sénateurs, je veux dire, cela me montre qu'il y a toujours un fort soutien républicain pour l'Ukraine. Selon moi, des gens comme Lindsey Graham conseillent au président de ne pas se laisser ridiculiser. Vous savez, et ils ne font rien. Vous devrez intervenir, Monsieur le Président, en utilisant les leviers à votre disposition. C'est peut-être ce qui s'est passé. Et aussi, le président a fait un commentaire. Il plaisantait un peu hier en décrivant lors de l'appel au bureau, puis à ce déjeuner qui a suivi, la situation où il aurait apparemment dit à la première dame, « Vous savez, j'ai eu un excellent appel avec Vladimir aujourd'hui. C'était un très bon appel. » Elle lui répond, « Vraiment, tu as vu les infos? Ils attaquent la ville de Kherson ce soir. » Donc cela m'a laissé entendre qu'elle soutient l'Ukraine ou qu'elle est solidaire de l'Ukraine. La pression est donc peut-être un facteur également. Les pays d'Europe de l'Est connaissent mieux que quiconque le véritable risque d'être voisins de la Russie. Bien dit, exactement.